Comment pouvez-vous penser que vous devez avoir un ennemi pour considérer votre propre sécurité? En fait, c'est une façon de penser très peu naturelle pour de nombreuses personnes à travers le monde. Je veux dire, à ce jour, la Chine ne parle pas des États-Unis comme de l'ennemi. Vous n'entendez pas cela. Ce n'est pas le cas. La Chine n'a pas d'ennemis. L'ASEAN n'a pas d'ennemis. Vous avez des pays dont le comportement peut ne pas vous convenir à un moment donné. Mais tant que les tirs n'ont pas commencé, ce n'est pas l'ennemi. Il n'y a tout simplement pas besoin, dans leur vision du monde et dans leur façon de discuter des choses, de le penser ainsi. Bonjour à tous, je suis Pascal de Neutrality Studies et aujourd'hui, j'anime un panel avec 3 collègues d'Afrique et d'Eurasie pour discuter de l'addiction de l'Occident à ce qu'ils appellent la dissuasion, mais qui, à maintes reprises, a pris la forme d'agressions, d'attaques et d'opérations de changement de régime. Pourquoi l'Occident ne peut-il pas surmonter son amour mortel pour la belligérance? Pour en discuter, j'ai avec moi le Dr Agogo Apcom, professeur à l'Université sud-africaine de Zululand, le Dr Jan Öberg, chercheur en paix à la Fondation transnationale pour la paix et la recherche sur l'avenir en Suède, et le Dr John Pang, chercheur principal à l'Académie de Perak, un groupe de réflexion en Malaisie. Messieurs, bienvenue. Merci Pascal. Merci, c'est un grand plaisir. C'est fantastique de vous avoir tous ici sur ce panel. C'est quelque chose dont nous avons discuté un peu la dernière fois lors d'une conversation, comme Jeanne et moi. Et peut-être, Jeanne, puis-je vous demander, vous avez magnifiquement exposé l'argument la dernière fois. Pourquoi la dissuasion, en particulier la dissuasion offensive, est une telle folie en tant que stratégie de sécurité? Pourriez-vous commencer par nous l'exposer à nouveau? Ensuite, je demanderai à Agogo et John de réagir à cela. Je vais essayer. Merci beaucoup d'avoir cette discussion. Personne, à ma connaissance, ne l'a eu auparavant sur les bases de la sécurité et en particulier sur la philosophie de l'OTAN. La dissuasion est quelque chose que nous connaissons un peu philosophiquement et théoriquement dans le domaine du droit, car les lois sont censées, en promettant une punition, nous dissuader de faire des choses criminelles. Donc, d'une certaine manière, on peut dire qu'il n'y a rien de mal en soi dans la dissuasion. C'est la façon dont elle est interprétée par les militaires. Et ce qui me pose problème, et j'ai parlé de ces choses pendant plus de 30 ans, c'est que la philosophie de l'OTAN et de tous les pays occidentaux en général, contrairement par exemple à la Chine, est que nous soutenons qu'il est nécessaire d'avoir la capacité de vous tuer de loin, comme avec des missiles balistiques, intercontinentaux ou des armes nucléaires, que personne ne veut utiliser sur son propre territoire, mais juste loin sur celui de quelqu'un d'autre. Et cela signifie par définition que, peut-être que nous ne vous voyons pas comme un ennemi en tant que tel, mais nous voulons être sûrs que si vous devenez un ennemi, alors nous pouvons vous tuer là où vous êtes de l'autre côté du globe, avec des missiles et des munitions guidées avec précision, etc. Maintenant, si vous regardez cela de l'autre côté et utilisez un peu d'empathie, il est évident que cela est perçu comme une chose très inamicale à faire par l'autre côté. Oh, vous voulez pouvoir me tuer? Cela suscite donc la réponse que, si vous avez ces missiles à longue portée, qu'ils soient conventionnels ou nucléaires, qui peuvent nous atteindre loin de vous, alors nous devons aussi avoir quelque chose avec lequel nous pouvons vous menacer ou vous dissuader. Et c'est une garantie à 110% d'une course aux armements. Les deux parties ou toutes les parties diraient toujours « Oui, nous avons les capacités, mais nous n'avons pas l'intention de faire ces choses. » Maintenant, à quel point est-ce crédible? Parce que le monde pourrait changer demain.
et vous pourriez avoir ces intentions, ou votre gouvernement pourrait changer, et nous pourrions avoir de nouvelles personnes, et elles pourraient avoir ces intentions. Ce que vous signalez par offensif, et par offensif j'entends ceux qui ne sont pas pour l'autodéfense, mais pour la dissuasion à distance, c'est que nous entrons dans une course aux armements. Nous obtenons de l'insécurité, nous obtenons de l'instabilité, nous obtenons l'imitation du complexe militaro-industriel, médiatique, académique. Et c'est pourquoi c'est un mouvement perpétuel. Il n'y a aucun moyen d'arrêter cela, parce que chaque camp aura toujours l'argument que vous me menacez avec vos armes à longue portée, et donc je dois vous menacer en retour. Et donc, nous devons changer cette philosophie. Si nous voulons faire de la dissuasion, nous devons avoir une dissuasion défensive. C'est essentiellement l'argument que je vous ai donné en dernier. Merci d'avoir clarifié cela à nouveau. Agogo et John, vous observez les Européens depuis deux endroits différents, n'est-ce pas? Depuis l'extrémité de l'Afrique, et ensuite, John, depuis la Chine et la Malaisie, n'est-ce pas? D'où pensez-vous que vient cette obsession très européenne et euro-atlantique pour la dissuasion? Peut-être Agogo d'abord, puis John. D'accord. Merci, Pascal, et merci, Jan, pour cette introduction. Je vais d'abord répondre à l'un des premiers mots que Jan utilise, et c'est la philosophie. Donc la philosophie, l'obsession occidentale pour les armements avec la dissuasion à longue portée, à mon avis, découle de la philosophie qui est cimentée par une histoire d'agression. Je ne pense pas qu'elle soit inspirée par le besoin de dissuader ou le besoin de prévenir une attaque. Elle est inspirée par le fait même que l'histoire ancienne et moderne de l'Europe et l'histoire ancienne et moderne de l'Amérique est remplie d'actes d'agression par des États qui ont un pouvoir dominant mondial. Et je pense que ceux qui opèrent le système comprennent parfaitement que sans projeter ce pouvoir et sans être prêts à l'utiliser et sans utiliser ce pouvoir, ils ne seraient pas dans les positions de dominance qu'ils occupent aujourd'hui. Et ils croient, d'une manière très malsaine, qu'ils ont raison. Ils croient que pour continuer à dominer, ils ont besoin de ce pouvoir. Donc, je pense que l'utilisation du mot dissuasion est une ruse intelligente pour masquer l'intention réelle, le fonctionnement réel de ces armements. C'est une façon de vendre, d'une part au public européen, parce que nous croyons qu'il y a de la démocratie et que tout est fait pour l'État, et aussi de vendre au peuple du monde que, oh, c'est pourquoi. Nous le faisons, c'est pour dissimuler le véritable état d'esprit d'agression, la préparation à l'agression, qu'ils comprennent avoir été la base de leur domination au cours des 2 derniers siècles. John, comment le vois-tu? Tout d'abord, merci de m'avoir inclus dans cette conversation avec ces 2 grands messieurs. J'aime la façon dont la conversation a commencé avec John, parlant de ce concept de dissuasion offensive à la base, et Agogo, sur votre incitation, Pascal, se penchant sur les prémices philosophiques derrière cela, la vision du monde réel qui motive cela. Je pense qu'il y a plusieurs éléments, si vous posez la question, et c'est une question difficile et importante. D'où vient cette vision du monde? En fait, même poser cette question revient à prendre du recul et à refuser de la naturaliser, car c'est une vision du monde qui a été naturalisée. Je veux dire, vous savez, dans les relations internationales, par exemple, la théorie réaliste intègre ce que j'appellerais une ontologie de la violence. C'est-à-dire, vous savez, c'est presque comme un état de nature obésien, vous savez, dans lequel l'homme est un loup pour l'homme, et les nations seraient des loups pour les nations, s'il n'y avait pas un léviathan, une sorte de pouvoir unique au-dessus d'elle, n'est-ce pas? Une sorte d'hégémonie. Donc cette hypothèse est absolument naturalisée par l'Occident.
C'est comme s'il n'y avait pas d'autre moyen. Mais il est important de souligner que ce n'est pas la seule façon de voir le monde, et ce n'est en effet pas la façon dont les gens ailleurs le perçoivent. Ce n'est certainement pas la vision chinoise de l'univers moral ou du système international. Donc vous savez, quelqu'un comme Mearsheimer, par exemple, dirait que si nous sommes dans un état d'anarchie et que par conséquent, la seule chose qui maintient la paix est un équilibre de la violence, alors un équilibre de la menace de violence, ce qui en d'autres termes est la dissuasion. Il y a aussi un autre aspect à cela, et comment nous en sommes arrivés là, c'est l'histoire coloniale. Et encore une fois, Agowo l'a souligné. Vous savez, il y a quelque chose de vraiment intéressant dans cette notion, parce qu'ils continuent d'utiliser le terme dissuasion, alors qu'en réalité, ce qu'ils font est de l'expansionnisme et des desseins impériaux. Et l'expansion impériale est, entre guillemets, voilée sous ce concept. L'expansion de l'OTAN, par exemple. NATO expansion, right, for example. So the expansion of this Donc, l'expansion de ce système occidental, vous savez, est considérée comme quelque chose de naturel. C'est pris comme quelque chose auquel on ne pourrait pas s'opposer, mais c'est extrêmement menaçant pour d'autres nations au point de provoquer la guerre. J'aime la direction que prend cette conversation, et je pense vraiment que cela concerne. La question, en fin de compte, est celle de l'ordre mondial. Mais la question de l'ordre mondial concerne le type de système de comment vous organisez les relations entre les États, comment ils se perçoivent les uns les autres. Donc c'est un début très prometteur pour cette conversation. Et nous devons revenir sur cette question du colonialisme et la manière dont le Sud global observe également ce qui se passe actuellement. Mais avant de faire cela, je tiens à souligner, et peut-être que cela s'adressera à Jeanne, que nous avons vécu un moment différent en Europe. En 1975, l'acte final d'Helsinki de la conférence sur la sécurité et la coopération a été un moment où environ 50 États ont adhéré à un cadre de coopération. Et même en 1990, avec le communiqué final de Paris de la CSCE, il a été inscrit « La sécurité ne peut exister que si tout le monde est en sécurité ». La sécurité ne peut pas se faire au détriment de quelqu'un. En un sens, c'est l'opposé de la dissuasion. C'est la reconnaissance que l'autre fait partie de l'équilibre. Jeanne, d'où venait cette reconnaissance à l'époque, entre 1975 et 1990, et où est-elle passée? Je pense que cela venait en grande partie du fait qu'à cette époque, il y avait des hommes d'État capables de réfléchir et qui connaissaient les théories, et certains d'entre eux ont écrit de bons livres, ce que je ne peux imaginer aucun des dirigeants européens actuels faire. Je ne pense pas que nous devrions dire qu'il n'y avait pas de réflexion basée sur la dissuasion à cette époque. Mais vous aviez l'Ostpolitik de Willy Brandt. Vous aviez, comme vous le dites, très important l'OSCE, qui était une construction essentiellement de pays neutres et dirigée par le président Kekkonen de Finlande à l'époque. Et d'ailleurs, c'est très triste de voir que la Finlande est aujourd'hui un pays totalement noir et blanc en tant que membre de l'OTAN. Car la belle chose à propos de la Finlande à cette époque était que si vous demandiez au peuple finlandais, il ne voyait pas d'ennemis à l'Est et pas d'ennemis à l'Ouest. Ils étaient neutres. La Suède l'était aussi, qui a toujours appartenu à l'Occident, mais avait une commission par Olof Palme sur ce que vous avez également évoqué, la sécurité commune. L'idée que je ne peux être en sécurité que si l'autre partie se sent en sécurité avec moi. Maintenant, c'est une façon de penser banale, c'est une empathie humaine normale. Mais c'était un pas extraordinaire dans la bonne direction. Par des hommes d'État, par un homme d'État, un leader d'un État neutre, de produire ce rapport, qui à l'époque était également basé sur la pensée social-démocrate, et dans une certaine mesure sur l'idée que peut-être nous devrions opter pour une défense défensive.
Je pense donc que les différentes activités sous l'OSCE, telles que la discussion des droits de l'homme et la visite des exercices militaires des uns et des autres, étaient une reconnaissance que la dissuasion, bien que cela n'ait pas été exprimé de cette manière, pouvait être dangereuse et pouvait mener à des courses aux armements en spirale, et qu'il valait mieux que nous parlions les uns avec les autres. Cela ne signifiait pas que nous avions la même philosophie. Et à l'époque, comme vous le savez, il y avait deux blocs. Il y avait le pacte de Varsovie à cette époque vis-à-vis de l'OTAN. Le pacte de Varsovie, d'ailleurs, a été créé bien après l'OTAN. L'OTAN dit généralement qu'ils ont créé l'OTAN parce qu'il y avait un pacte de Varsovie en Union soviétique. C'est un mensonge historique. Mais pour faire court, il y avait une reconnaissance, une prise de conscience que cette philosophie était dangereuse et que les courses aux armements étaient dangereuses. Et nous voulions une Europe où nous n'aurions pas la guerre qui pourrait être souhaitable du point de vue de Moscou et de Washington. Et c'est là où nous en sommes aujourd'hui, parce que nous avons complètement oublié les mesures de confiance, qui étaient les mots-clés de l'OSCE. Parlez-vous les uns aux autres. Assurez-vous que les exercices ne dégénèrent pas et ne deviennent pas des guerres mal comprises de l'autre côté, et toutes ces choses très très bonnes. Tout cela a disparu aujourd'hui. Nous n'avons pratiquement aucun contact avec l'autre camp en ce moment. C'est une situation très dangereuse. Permettez-moi de conclure en disant ceci. Vous avez mentionné, ou quelqu'un a mentionné, l'équilibre de la violence. Certains diraient l'équilibre des pouvoirs. Certains diraient l'équilibre de la dissuasion du terrorisme. Nous avons parlé des armes nucléaires. Nous avions le terme équilibre de la terreur. Maintenant, personne n'associe plus la terreur aux armes nucléaires. C'est ce que, vous savez, le HTS fait en Syrie en ce moment, n'est-ce pas? Très tragiquement. Pour faire court, cet équilibre était beaucoup plus équilibré dans les années 70 et 80 auxquelles vous vous référez, car le pacte de Varsovie représentait quelque chose comme 65-75% des dépenses militaires de l'OTAN. Aujourd'hui, vous avez eu une longue période depuis l'effondrement de l'Union soviétique et du pacte de Varsovie, où les dépenses militaires de la Russie ont été d'environ, vous savez, combien? 8%, 10% de celles de l'OTAN. Et donc l'idée que l'équilibre était quelque chose de stabilisant a été complètement abandonnée. Nous avons un monde occidental qui pense que la domination, la supériorité et tout cela est quelque chose de désirable parce qu'ils veulent ce système unipolaire dominant comme la seule chose qui fonctionne. Alors que je dirais, ramenons l'équilibre entre les forces. C'est une stratégie plus sécurisée. Je pense que c'est très tragique que nous soyons dans une situation où toutes les choses que nous avons bien faites dans les années 70 et 80, en évitant la confrontation et en nous débarrassant des missiles à portée intermédiaire avec le traité INF, etc., ont été écartées. Il n'y a plus de réflexion. Il n'y a plus d'intellectuels parmi les dirigeants européens. Désolé de le dire. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Je pense que nous traversons une crise intellectuelle, en fait, en Europe. Et à Goa, en regardant cela depuis l'Afrique, et en prenant également en compte que le continent africain a maintenant été... Certaines parties ont été décolonisées en grande partie. D'autres parties sont encore semi-colonisées ou néocolonisées. Mais le continent africain, les 50 ou plus d'États sur le continent africain, ont pu avoir leurs propres relations entre eux et ont fait étonnamment peu de guerres. Je veux dire, la violence de masse en Afrique se produit généralement à l'intérieur de l'État, mais pas entre les États. Pouvez-vous peut-être parler un peu de ce que vous pensez que l'Afrique nous enseigne sur les relations internationales et cette idée de dissuasion? Merci. Et oui, c'est peut-être juste la façon dont la conversation est structurée, mais je n'ai aucun problème avec ça.
ça me dérange pas de répondre à Jan. Il soulève des points très intéressants auxquels je me sens obligé de répondre. Donc j'aimerais répondre à ce que vous avez tous les deux dit en fait à propos de la période où, si vous voulez, il y a eu une désescalade. Je ne prétends pas être un expert en relations internationales. Je ne suis pas non plus un expert en relations entre l'Europe et le Nord global. Je ne souhaite pas non plus l'être en fait à ce moment-là. Peut-être dans ma prochaine vie, peut-être. Mais on peut déduire d'un point de vue africain que la période dont parle Jeanne, je pense, s'accorde peut-être, commence par quelque chose dont Jeffrey Sachs parle beaucoup, à propos de l'époque de JFK en tant que président, et de son élan très intellectuel et moral pour la désescalade. On peut comprendre cela d'un point de vue africain, comme une réponse à la prise de conscience que la psyché suprémaciste anglo-américaine, surtout après la Seconde Guerre mondiale, avait ramené la menace de la suprématie en Europe, au Nord global. Et je pense que nous arrivons à cette prise de conscience maintenant, surtout avec la situation en Ukraine. Du point de vue de l'Afrique, je ne pense pas que les Africains aient ressenti cela. From the point of view of Africa, I don't think Africans felt that. And Et historiquement, lorsque les Européens parlent de respecter l'autre, il est douteux que même maintenant, dans le cœur de la psyché des champions, des dirigeants de l'establishment anglo-américain, le non-européen soit considéré à la hauteur de l'autre ou mérite ce genre de reconnaissance. Et si cette reconnaissance n'est pas là, je pense que cela s'est produit, j'essaye d'interpréter, ici et maintenant. Je pense que ces choses se sont produites avec Sachs et JFK parce que le Nord global a réalisé qu'il était menacé par l'autre du Nord global. Et cela nécessitait une réévaluation de soi. Cela ne s'était pas produit avant. Et bien sûr, nous savons qu'à cette époque, l'Union soviétique n'était pas aussi faible qu'elle l'est devenue. Elle ne s'est pas effondrée. Et dans les années post-90, post-Fukuyama, l'opportunité de suprématie, c'était la saison ouverte pour la suprématie. C'est ainsi que je le comprendrais. Et encore une fois, je pense qu'il est important dans ces conversations, c'est ma conviction ferme et celle de plusieurs chercheurs et plusieurs commentateurs, que la colonisation est toujours en cours. Je ne pense pas que nous ayons atteint un point où nous pouvons dire décoloniser ou même post-coloniser. C'est toujours en cours. Le continent africain répond encore principalement, et pas seulement le continent africain, de nombreux pays du Sud global répondent encore principalement à des armes pointées sur leur visage pour chaque question internationale qui est discutée. Et cette arme pourrait prendre la forme d'un tweet du président élu des États-Unis. Nous allons sanctionner. Les sanctions ne peuvent pas fonctionner sans force militaire. Elles sont toutes soutenues par des bombes. Tout ce que l'Occident a fait dans ses relations avec le non-Occident a été soutenu par des bombes, sauf qu'ils sont maintenant confrontés à la Chine. Et c'est pourquoi la mer de Chine méridionale est militarisée et la Chine est entourée, pour vous rappeler que nous avons une bombe ici, nous avons une balle ici. Donc, pour revenir à la question de Pascal, je suis désolé si c'est un peu détourné. Je ne pense pas que l'expérience africaine ait nécessité et que la vision du monde et l'histoire africaine ait nécessité cette approche de la militarisation, parce qu'un peuple répondra non seulement à ses cosmologies, il agira selon ses cosmologies et ses visions du monde, selon ses aspirations et réalités. Je n'ai jamais ressenti qu'en tant que Nigérien, j'étais menacé par une agression camerounaise. Le Cameroun est un pays à notre ouest, ni par une agression de la République du Bénin, ni par une agression de la République du Niger au nord. Et je n'ai jamais ressenti, exprimé par des leaders de pensée politique ou sociale dans mon pays d'origine, et même ici en Afrique du Sud, le besoin de démontrer une supériorité sur un autre pays africain.
ou même de démontrer une hégémonie sur toute l'Afrique. On n'a jamais ressenti cela. Donc je ne pense pas, je pense que c'est naturel. Il s'ensuit alors que ce genre de militarisation n'aurait pas pu surgir dans ce contexte, car je crois que ces théories et ces idées répondent aux cosmologies des gens, aux expériences des gens, et bien sûr, dans les cosmologies des gens, sont intégrées leurs aspirations, leurs autoprojections. Il a toujours été, du moins dans nos vies, ou dans l'histoire que nous avons étudiée, qu'une source constante de projection de la domination mondiale, est venue du Nord anglo-américain. Et il n'est donc pas surprenant, je pense, qu'ils conçoivent leur compréhension de la sécurité en termes de domination, de violence et de dissuasion, comme décrit. Rappelez-vous que nous avons dit que mon point de vue ferme est qu'ils ne veulent pas dire dissuasion. Et je pense que c'est John qui a utilisé le mot. Ils veulent en réalité dire expansion et domination. Et la dissuasion n'est qu'un écran de fumée, c'est juste un alibi. Ils choisissent ces termes comme ils l'entendent. Vous savez, si vous me laissez dire cette dernière chose avant de partir, avant d'utiliser le micro, nous savons ce qui s'est passé en Syrie l'autre jour. Tout d'un coup, ceux qu'ils appelaient terroristes la veille sont maintenant appelés rebelles et opposition. Ils utilisent les termes pour les déployer quand cela correspond à une intention et une stratégie particulière. Et ces termes sont nécessaires pour cacher au public, d'abord leurs publics locaux, leur population locale, puis une population plus globale, de quoi il s'agit vraiment. Merci. C'est pourquoi nous devons percer à travers la rhétorique et la propagande pour arriver au cœur de ce problème. John, tu as utilisé le terme « ontologie de la violence » et cette projection, n'est-ce pas? Je pense qu'il y a tellement de projections venant du Nord global, et je veux dire explicitement le Nord-Ouest du Nord global, qui projette sa propre interprétation du monde sur tout le monde, et s'attend ensuite à ce que la Chine réagisse de cette manière. Depuis l'Asie de l'Est et du Sud-Est, que diriez-vous de la façon dont le monde est réellement conceptualisé, ou dont le monde international est conceptualisé? Est-ce aussi dans ce cadre de dissuasion? Certainement pas. Que ce soit d'Asie du Sud-Est ou de Chine, il y a une grande prise de conscience. Il y a une perspective partagée de ce qu'Agogo vient de décrire. C'est-à-dire que le Sud global voit le monde de cette manière et comprend l'ordre mondial existant, le soi-disant ordre international fondé sur des règles de cette façon. Maintenant, et il l'a en quelque sorte très bien exposé sur la continuation de cette domination coloniale, et c'est une chose continue. C'est aussi perçu, je pense, comme la projection de l'expérience européenne, non seulement de leur vision du monde, mais de leur expérience d'un sous-continent extraordinairement violent en termes historiques mondiaux. Il n'y a vraiment rien de comparable. Si vous le suivez simplement statistiquement, ou que vous le tracez, les guerres de l'Europe sont hors normes par rapport au reste du monde, en fait, au cours des 300, 400 dernières années. Et il y a quelque chose dans la façon dont c'est organisé, n'est-ce pas, qui mène à cela. Et maintenant, cela continue de projeter cela. Mais je pense que nous, indépendamment de tout cela, ça ne fonctionne plus. Je pense que la compréhension maintenant, la prise de conscience, parce que nous avons vu beaucoup de croissance. Je veux revenir à cette notion de ce que les Chinois appellent des changements jamais vus en un siècle. Ça ne fonctionne tout simplement plus. Le système de, vous savez, cette conception du monde et cette compréhension de la manière dont vous organisez l'ordre mondial, basé sur cet équilibre de la terreur, ou cet équilibre de la violence, ou la dissuasion offensive, si vous voulez, parce que vous avez la montée des économies émergentes, pas seulement la Chine. C'est une tendance historique inarrêtable, comme aiment le dire les Chinois. Donc nous sommes à ce grand carrefour. C'est vraiment la fin de cet ordre.
it really is the end of that order. Matters of justice aside. Vous savez, en mettant de côté les questions de justice, il y en a qui pourraient vouloir pragmatiquement s'en tenir à cela et dire « Regardez, au moins cela maintient un certain ordre ». Et peut-être que certains États pourraient en bénéficier. Certains États du Sud global, anciennement du Sud global, si vous voulez, bénéficient de certains avantages, positions dans cela. Mais cela ne tient tout simplement plus. Et maintenant, la question qui se pose à nous est que faisons-nous? Essayez-vous de, vous savez, repousser la marée. Et c'est ce que je vois beaucoup dans la politique occidentale maintenant. En fait, ce qui est particulièrement dangereux, c'est que le monde est à bien des égards déjà multipolaire, notamment dans l'ordre économique et dans le commerce, n'est-ce pas? Le commerce sud-sud dépasse celui de l'Occident. Vous ne pouvez même pas sanctionner, vous savez, les sanctions isolent simplement. Et puis cela conduit à une désespoir croissante parce que ces mesures ne fonctionnent pas. Cela mène à la désindustrialisation. Donc, ça doit cesser. À cet égard, la Chine a proposé une initiative de sécurité mondiale. Elle a proposé quelque chose de concret qui, je pense, intègre la vision du monde et les idées qui la sous-tendent. C'est-à-dire qu'elle voit l'ordre mondial tout comme l'ordre domestique, comme quelque chose que vous devez construire avec les mêmes idées civilisées de création d'intérêts communs, par exemple. Ainsi, cette initiative de sécurité mondiale ferait partie de la conception chinoise d'une communauté de destin partagé pour l'humanité. Dans ce cadre, vous avez une initiative de développement mondial qu'ils ont d'abord articulée, je pense, autour de 2019, suivie d'une initiative de sécurité mondiale, puis d'une initiative de civilisation mondiale. Tous ces éléments sont nécessaires pour créer un monde commun, car ne pas le faire laisserait le monde littéralement comme une sorte de jungle de violence perpétuelle, dont nous avons déjà parlé. Donc je pense que cet effort mérite d'être examiné. Et ce n'est certainement pas un bloc. Encore une fois, du point de vue de l'Asie du Sud-Est, ce genre de choses est précisément ce que nous avons essayé de faire, en commençant par la conférence afro-asiatique, la conférence de Bandung de 1955. Nous avons un anniversaire important pour cela l'année prochaine. C'est donc une sorte d'intérêt partagé, avec une vision et une aspiration commune avec l'Afrique pour un type différent d'ordre mondial, dans lequel nous abordons spécifiquement les questions et les types d'alliances basées sur l'inimitié avec un tiers, basées sur la dissuasion de quelqu'un d'autre. Il y a toujours une sorte de, vous savez, dans les notions européennes d'une alliance, il y a la Chine en tête. Lorsqu'on parle de multilatéralisme, des efforts multilatéraux des États-Unis en Afrique, par exemple, en 2014 et 2022, ils ont organisé des sommets États-Unis-Afrique. C'est vraiment typique de leurs initiatives et de leur comportement. Et puis, il devient vite clair que c'est pour contrer la Chine. Pourquoi ne pas s'intéresser à l'Afrique pour l'Afrique elle-même? C'est un continent gigantesque, n'est-ce pas? Le berceau de l'humanité. Pourquoi ne pas les considérer pour ce qu'ils sont? La même chose se produit lorsqu'ils viennent en Asie du Sud-Est, et c'est le seul intérêt. Ce n'est pas seulement dégradant, tout le monde comprend que cela mène au conflit. Vous intégrez simplement des relations conflictuelles dans le système, et nous devons faire mieux que cela. Je veux dire, les enjeux sont vraiment élevés. C'est le cœur du problème. Et Jeanne, tu l'as déjà exposé au début, mais dans la manière dont les relations internationales en Occident, le Nord global, sont conceptualisées, le besoin d'un ennemi est toujours présent, n'est-ce pas? Tout comme la dissuasion suppose toujours qu'il y a quelque chose à dissuader. L'idée est que l'OTAN elle-même a besoin de la Russie, elle a besoin de la Chine, l'autre significatif. Les Européens, le Nord global, peuvent-ils surmonter cela? Ou que devrait faire le monde global, la partie pensante du monde, la partie non stupide du monde, pour faire face à cette obsession de créer leurs propres ennemis,
pour justifier leur existence. Désolé, Jeanne. C'est une petite question intéressante. Permettez-moi d'abord de dire que la théorie de la dissuasion repose sur l'idée que quelqu'un est au moins potentiellement ou peut-être de facto un ennemi. Deuxièmement, je crois que lorsque vous vous voyez comme numéro 1, vous n'apprenez pas. Vous enseignez. Si vous êtes numéro 10 dans un système, vous avez 9 autres à apprendre. Comment ont-ils grimpé et fait les choses mieux que moi? Et c'est bien sûr ce à quoi le monde occidental est confronté maintenant. Nous n'avons rien appris au cours des dernières décennies, et d'autres apprennent vite et font les choses différemment de nous. Et je pense qu'il y a une chose que nous devrions peut-être aborder, et je ne suis pas un expert en la matière, mais je pense que cette idée d'ennemi est un peu liée à l'idée de la pensée missionnaire chrétienne. Ils doivent être comme nous, unité dans l'uniformité. Ouvrir la Chine dans les années 70, puis elle deviendra comme nous. Et c'est une terrible erreur. La seule unité intéressante est l'unité dans la diversité et la différence. Donc, essayer de faire en sorte que les autres soient comme nous est une chose très occidentale, que si vous voulez, les Chinois n'ont pas. Les Chinois et les Japonais, d'ailleurs, là où vous êtes assis, Pascal, sont très heureux d'être spéciaux. Ils ne veulent pas que tout le monde soit comme eux. Ils ne vendent pas leur système social ou leur façon de penser. Vous savez, la Chine n'essaie pas de faire des gens des confucianistes ou des bouddhistes ou quoi que ce soit de ce genre, ou des États à parti unique, partout. Mais nous avons cette, je l'appellerais une maladie, que nous pensons être si formidable que tout ce que nous faisons en Occident devrait être universalisé, et les autres devraient être comme nous. Vous savez, ça faisait également partie de l'idée du premier monde, du deuxième monde, du troisième monde et du quatrième monde, qui progresserait, vous savez, en diffusant certaines valeurs et économies et en adoptant des modes de pensée pour qu'ils soient comme nous. Et bien sûr, cette idée d'universalisation, j'ai toujours été contre, d'un point de vue pacifiste, même si c'était une pensée gandhienne, ce serait la seule, si jamais, qui pourrait être universalisée, parce qu'elle ne fait de mal à personne d'autre. Mais quand vous avez cette idée de mission, que quelqu'un doit être comme nous, et s'ils ne le font pas avec la Bible, alors nous le faisons avec une épée, c'est une façon de créer des ennemis. Et nous revenons à une chose qui est très claire. Et j'ai remarqué cela en tant que jeune étudiant dans les années 70. Il y avait un brillant érudit allemand, dont le nom est Dieter Sengas, qui a écrit un gros livre en allemand sur le militarisme du Wilhelm. Et l'un de ses arguments était que si l'Union soviétique tombait dans la mer demain, l'Occident se réadapterait très rapidement, trouverait un autre ennemi et continuerait l'armement parce qu'il ne peut pas vivre sans ennemi. Et c'est, vous savez, l'une des choses que j'ai intégrées dans ma réflexion en tant que jeune étudiant, que tous ces arguments selon lesquels la Russie est une grande menace, que la Chine est une grande menace, que Dieu sait qui est une grande menace, sont des inventions. C'est une sorte de paranoïa nécessaire. C'est quelque chose où l'on peut dire qu'il n'y a pas d'analyse rationnelle derrière. Je veux dire, j'ai 73 ans. Pendant toutes les années où j'ai vécu, j'ai entendu dire que les Russes arrivaient. Je veux dire, on ne peut même pas faire confiance à ces fichus Russes. Ils ne viennent pas. Ils sont censés venir. Ils ne viennent pas. Ils n'ont donc jamais envahi un pays neutre, et ils n'ont jamais envahi ou tenté d'envahir un pays de l'OTAN. Mais malgré tout, vous pouvez élargir l'OTAN, et vous pouvez vous faire des ennemis, et vous pouvez ensuite persuader la Suède et la Finlande de rejoindre. Et puis aussi d'ailleurs, comme certains d'entre vous le savent probablement, il y a maintenant 47 nouvelles bases américaines décidées bilatéralement en Scandinavie en un an. C'est une maladie parce que les Russes n'ont aucun projet d'envahir la Scandinavie.
Mais vous pouvez entendre les hauts gradés suédois dire que nous devons nous préparer à ce que Poutine débarque sur les côtes du sud de la Suède et fasse une occupation partielle de la Suède. Vous savez, j'ai dit, quelle connerie c'est ça, parce que je vis ici. Mais pour faire court, cette culture de ces autres, les forces du mal et les forces du bien, nous étant les bons. Je veux dire, cela est profondément ancré dans la cosmologie occidentale et les modes de pensée, et je pense que les gens qui travaillent simplement, vous savez, comme les mouvements pour la paix, en se concentrant uniquement sur les armes, n'accompliront rien. Les armes sont le produit d'une certaine façon de penser. Je suis très attaché à l'idée que les idées doivent changer, plutôt que de simplement regarder un système d'armes et dire « cela doit disparaître » ou « arrêter ». Cela se provient d'une certaine façon de penser, et j'ai essayé d'en exprimer certaines. Enfin, permettez-moi de dire que je ne suis pas tout à fait sûr que la pensée de dissuasion ne soit qu'un écran de fumée pour ce que vous avez dit. C'est aussi un écran de fumée, mais je pense que si vous parlez avec des personnes en uniforme, elles y sont déterminées. Elles n'ont jamais envisagé la sécurité autrement que par la dissuasion. C'est ce qu'on enseigne dans les académies militaires. C'est une façon de pratiquer une profession, si vous voulez. Si quelqu'un dit « Hé, pourquoi devons-nous dissuader quelqu'un d'autre ?» Ce ne sont pas nos ennemis. Ils ne s'intégreraient pas dans ce système. Mais cela sert à la domination et à l'ordre, à la domination mondiale unipolaire, ou comment ça s'appelle, la domination totale et tout ça. Je suis d'accord avec ça, mais je ne pense pas que ce soit seulement un substitut. Je ne pense pas que ce soit une invention pour légitimer le colonialisme ou la domination. Je pense que c'est une façon de penser des gens dans la profession militaire. Et je suis très heureux de dire que dans les années 80, j'ai écrit un livre avec un lieutenant-colonel en Allemagne, Wilhelm Nolte, et un chercheur suisse sur la paix, Dietrich Fischer. Et nous avons parcouru toutes ces choses, et le livre s'appelait « Gagner la paix ». Et pourquoi nous devons penser radicalement différemment à ce que sont la défense, la sécurité et la paix? Et pourquoi nous avons besoin d'une éthique globale? Parce que nous n'avons qu'une éthique de voisinage. Vous n'êtes pas autorisé à tuer, et vous ne devriez pas convoiter la belle femme de votre voisin, et des choses comme ça. Nous avons besoin d'une éthique globale parce que ce que nous faisons aujourd'hui a des conséquences mondiales. Et c'est une discussion complètement différente. Mais nous avons besoin d'une attitude éthique globale et non locale, parce que tout ce que nous faisons résonne à travers le système mondial. Et c'est pourquoi ces armes à portée mondiale devraient disparaître. Et nous devrions penser différemment parce que nous avons le droit à l'autodéfense, mais nous n'avons pas le droit de tuer d'autres personnes loin de nous. C'est l'article 1 de la Charte des Nations Unies. Agowo, n'hésitez pas à aider. Oh yes, yeah. Thanks very much, Jan. Oh oui. Merci beaucoup, Jan. Laissez-moi, je réfléchis à la manière d'aborder cela. Oui, peut-être que je devrais commencer par votre réponse. Je vois votre point de vue en disant que ce n'est peut-être pas nécessairement entièrement un écran de fumée. Mais je vais vous dire, laissez-moi essayer d'expliquer cela un peu plus. Donc je suis d'accord avec vous en principe que cela pourrait être cela. Je pense que ce que je suggère est une façon de penser à cela. Je ne peux pas présumer que ce sera la seule façon d'y penser. Mais si nous prenons ce qui s'est passé il y a 2 jours par exemple, et Pascal passait en revue le brillant résumé de Brian sur ce qui se passe en Syrie. Et vous avez fait cette vidéo hier soir, Pascal, n'est-ce pas? You did that video last night, Pascal, isn't it? And at the exact same time, perhaps even... Et au même moment, peut-être même maintenant alors que nous parlons, CNN accorde une interview à ce type, tandis qu'Al Jazeera, CNN et tous les grands médias d'entreprises occidentaux qualifient ces gars d'opposition et de rebelles.
Comme cette organisation figure sur la liste américaine des terroristes, au moment où Pascal le faisait hier soir, elle y était toujours. C'est pourquoi je pense qu'il y a une certaine manipulation ici. Je veux dire, c'est pour réduire la capacité cognitive de nombreux penseurs occidentaux à supposer qu'ils font vraiment une erreur à ce sujet. Et quand je dis aussi que c'est un écran de fumée, ce n'est pas nécessairement tout l'Occident. And when I also say it's a smoke screen, it's not necessarily all of the West, because of course we never talk of all of the West, we never talk of all. Parce que bien sûr, nous ne parlons jamais de tout l'Occident. Nous ne parlons jamais de toute l'Afrique, de toute façon. Je regarde particulièrement l'establishment occidental, l'establishment politique occidental. Je ne pense pas qu'ils ne savent pas. C'est ce que je pense. Je pense que nous les insulterions et nous nous élèverions à un niveau supérieur de rationalité si nous pensions qu'ils ne savent vraiment pas. C'est ce que je pense maintenant. Parce qu'il y a une manière, si nous étudions, comme nous avons tendance à le faire en tant que chercheurs décoloniaux, l'épistémé coloniale, qui est au cœur de ce que nous appelons la pensée coloniale. Cette épistémé, à mon avis, doit être remise en question. Et je ne pense pas que les Européens aient encore remis en question cette épistémé, ou suffisamment. Par exemple, dans le travail colonial actuellement en cours, en tant que chercheurs africains, nous essayons de parler aux Africains pour libérer leurs pensées, pour qu'ils cessent de penser qu'ils sont inférieurs, pour qu'ils aient une autonomie, des idées épistémologiques et des processus pour se libérer de la tutelle de l'Occident. Mais je pense que l'Occident doit faire cela. Je pense qu'ils doivent absolument le faire eux-mêmes pour créer la conscience de soi nécessaire, surtout pas parmi les membres de l'establishment, mais parmi la population générale et parmi des gens plus ordinaires comme nous. Parce qu'on m'a posé une question par quelqu'un dans mon foyer lorsque je fais ces arguments. Mais les Occidentaux ne veulent pas de ces guerres. Maintenant, cette personne m'a demandé, alors pourquoi ne font-ils pas pression sur leur gouvernement? Ils sont censés avoir la démocratie. Et Jeanne, tu as dit quelque chose de similaire lors de ta dernière discussion. Tu as dit quelque chose, pas ces mots exacts. Comment se fait-il que les populations européennes marchent comme des somnambules vers une guerre civile? C'est parmi cette population, je pense, que la confusion règne. Donc ma proposition, j'espère que c'est un peu cohérent. J'ai tellement de choses dont je voulais parler. Ma suggestion est qu'un travail décolonial, une reconsidération de l'épistémé, le cœur de l'idéologie occidentale dominante, soit fait de manière très systématique, très patiente, pour amener les gens à réfléchir. Oui, il y a ces gens en Occident qui diront « c'est le problème ». Nous nous sentons menacés par la Russie. Nous nous sentons menacés par ces gens. C'est pourquoi nous voulons agir ainsi. Il y a encore un point que je voulais aborder à ce sujet. Je pense que était-ce John qui parlait de... Ou était-ce John qui parlait de... La réponse américaine à la Chine. Prenons par exemple « Build Back Better ». Est-ce que quelqu'un s'en souvient? C'était un slogan de Biden quand il est devenu président. C'était si ouvertement une tentative de répondre à l'initiative BRE. C'était une telle caricature. Je me souviens d'être assis et de regarder Rex Tillerson, qui était le ministre de Donald Trump, visiter le Nigeria et avoir l'air très effrayé, parlant au président nigérian. Vous devez arrêter de prendre des prêts de la Chine. Je me suis dit, est-ce que ce type comprend même qu'il se ridiculise? Parce qu'il est si clair qu'il y a une peur de la Chine. Pas une peur d'une attaque physique, mais une peur que la Chine devienne meilleure qu'eux. J'espère donc que c'est un peu cohérent. J'avais trop de choses en tête. Oui, je pense que la dernière chose que je veux dire qui est importante, c'est ma réponse au point de Jeanne sur pourquoi ce n'est pas nécessairement un écran de fumée philosophique. Considérons-nous les aspects matériels. Parce que je trouve cela, et encore une fois, je pourrais ne pas être très correct. Je ne me fais pas expert.
Je ne prétends pas être un expert en épistémologie européenne, mais nous sommes tous élevés dans des idées européennes. J'ai maintenant 53 ans, donc si je suis constitué de beaucoup de ces idées, vous comprendriez. La philosophie européenne se présente souvent comme immatérielle. Quand je vois des gens mener des analyses et exégèses européennes, lorsqu'ils parlent du matériel, c'est souvent en rapport avec le sujet non européen. Alors, examinons l'épistémologie de la guerre et de la dissuasion. Il y a une idée philosophique selon laquelle nous devons être protégés. Il y a la création de l'ennemi, n'est-ce pas? Avons-nous considéré l'aspect matériel en termes de dollars et de sang de la production militaire? Parce que ça sert clairement les intérêts de l'establishment. Quelqu'un obtient des appels d'offres et des contrats. Quelqu'un obtient un contrat pour commencer une guerre. Ils obtiennent un contrat pour reconstruire après avoir détruit l'endroit pendant la guerre. Ils obtiennent un autre contrat pour commencer une autre guerre. Ils obtiennent un autre contrat pour reconstruire. Ils obtiennent un contrat pour épuiser tous les stocks en Ukraine. Ils vont obtenir un autre contrat pour reconstituer les stocks. Et j'ai du mal à croire que ceux qui obtiennent ces contrats ne savent pas qu'ils doivent tromper les gens. Dans l'une des présentations de Jeffrey Sachs, il n'y a pas si longtemps, j'ai entendu dire que, avant l'invasion notoire de l'Irak, des groupes de discussion avaient été organisés pour trouver un moyen de vendre la guerre comme une dépense et une activité justifiée par l'Occident. Les personnes qui sortiraient et feraient un groupe de discussion qui sélectionnerait les tendances avec soin ne peuvent pas ne pas savoir. Ceux qui sont trompés peuvent ne pas savoir. Mais ceux qui trompent, c'est mon opinion réfléchie, que dans une large mesure, ils savent ce qu'ils disent. Peut-être devrais-je m'arrêter ici. Process. Et John Abashi. Je voulais ramener la question à l'ordre mondial actuel. Et ce n'est plus abstrait, n'est-ce pas? J'ai parlé de cela, je veux dire la montée des autres. C'est vraiment évident et c'est inarrêtable. Mais l'avant-garde de cette montée est clairement la Chine. C'est la Chine qui fait perdre la tête à l'Occident. Et vraiment, il faut saisir l'ampleur du phénomène du développement chinois au cours des dernières décennies. Le monde n'a jamais rien vu de tel. Il n'y a jamais eu quelque chose de semblable dans l'histoire économique. Juste le nombre de personnes urbanisées, sorties de la pauvreté, le PIB augmenté, l'industrialisation, à une échelle qui éclipse en fait la révolution industrielle occidentale. Rien de tout cela n'est reflété dans les sciences sociales occidentales. Il ne l'a pas rattrapé. Vous avez un appareil socio-scientifique, en parlant de l'épistémé, qui est construit sur l'expérience européenne et les hypothèses européennes et sur un ensemble de données européennes. Cela n'a pas été pris en compte. Et psychologiquement, il y a une grande difficulté à le prendre en compte. Mais soyons vraiment concrets sur le problème que nous avons actuellement. Vous avez donc ce phénomène, vous avez un ordre mondial en train de se former. Nous sommes dans cet interrègne célèbre, cet interrègne gramscien. Mais ce que la Chine a proposé, par exemple, est quelque chose de totalement concret. Ce n'est pas Kumbaya et vaporeux. En fait, ce qui est vaporeux, ce qui manque de spécification, ce qui est totalement idéalisé et abstrait, c'est la conception existante, la conception occidentale de l'ordre mondial basée sur la dissuasion. Vous avez ces États qui sont tous des boîtes noires. Et ensuite, vous savez, ils existent dans une sorte d'équilibre, finalement, de terreur, de peur. Mais le cas chinois, c'est pourquoi ces initiatives telles que l'initiative de développement et l'initiative de sécurité sont côte à côte avec cette initiative civilisationnelle. Parce que ces trucs civilisationnels, encore une fois, ça semble, oh bien, assez vaporeux. Ce n'est pas le cas. C'est ce que nous avons fait ici. C'est ce que vous avez organisé, Pascal. Dialogue civilisationnel.
Nous allons avoir besoin de plus en plus de cela. Nous avons besoin que des voix du reste du monde se fassent entendre. Et c'est une énorme tâche intellectuelle, mais c'est aussi une tâche sociale. Nous devons commencer à nous parler. Et je pense que la civilisation est un bon cadre parce qu'elle prend du recul et inclut l'histoire. Elle inclut ses cosmologies. Ce sont les éléments qui sont laissés de côté dans les types de discussions auxquelles vous et moi sommes habitués, disons dans un séminaire occidental, où toutes les hypothèses sont franchement des hypothèses libérales. Cela ne fonctionne plus. Et cela ne fonctionne certainement pas pour le reste d'entre nous. Vous savez, quelqu'un comme moi, Agogo, peu importe, nous entrons dans cela, et nous avons l'habitude de laisser tomber tout le reste de cette cosmologie dont nous avons parlé. Et j'apprécie que nous en parlions. Nous laissons tomber l'histoire. Nous prétendons ne pas avoir ces choses. Nous savons que nous avons cela, comme Dubois l'a dit, ce genre de double conscience. Oui, il est temps de laisser tomber ça, n'est-ce pas? Alors, regardez, la conception chinoise concerne la construction de la paix. La paix non seulement comme l'absence de guerre, n'est-ce pas? Donc cela ne peut pas être simplement la paix comme résultat de la dissuasion basée sur la peur. Ce n'est pas la paix dans la conception chinoise. Ainsi, la paix est quelque chose que vous construisez de manière active, un ensemble de relations, une harmonie entre les gens qui nécessite du travail. Et le travail qui y est consacré, je veux dire, c'est ce qui est proposé, que vous puissiez être d'accord ou non avec cela. Mais il y a une initiative de développement qui concerne, en fin de compte, la vision chinoise est, regardez, nous réalisons que notre croissance est une grande chose et que, au milieu de cela, nous devons équilibrer nos préoccupations de sécurité avec la sécurité mondiale. C'est-à-dire, bien sûr, que la montée de la Chine est perturbatrice pour les puissances existantes, les ordres existants, et cela semble effrayant depuis l'Occident. Mais cela doit être, ou cela pourrait inquiéter les voisins, que cette montée doit être équilibrée par une sorte de proposition pour le reste du monde. Donc c'est ce genre d'équilibre entre sa propre sécurité et la sécurité de la communauté mondiale, et le refus de penser à ces deux choses comme étant séparées, ce qui est une pratique très courante en Occident. Juste cet isolement, cette idée des relations internationales comme un domaine séparé où le barbarisme et les considérations barbares peuvent régner. Je pense que cet équilibre est très important. À partir de maintenant, nous devons commencer à penser ainsi. Cela aborde la grande question que Pascal a posée au début. Comment se fait-il que vous puissiez penser que vous devez avoir un ennemi pour penser à votre propre sécurité? En fait, c'est une façon de penser très peu naturelle pour de nombreuses personnes dans le monde. Je veux dire, à ce jour, la Chine ne parle pas des États-Unis comme de l'ennemi. Vous n'entendez pas cela. Ce n'est pas le cas. La Chine n'a pas d'ennemi. L'ASEAN n'a pas d'ennemi. Vous avez des pays dont le comportement peut ne pas vous convenir à un moment donné, mais tant que les tirs ne commencent pas, ce n'est pas l'ennemi. Il n'y a tout simplement pas besoin, dans leur vision du monde et dans leur façon de discuter des choses, de le voir ainsi. Mais je veux examiner les efforts concrets, l'initiative de développement, cet énorme effort de la BRI par exemple, l'initiative de la ceinture et de la route. Tout cela vise à construire une communauté mondiale capable de paix. Et c'est merveilleux d'avoir trois grands penseurs comme vous. C'est une expérience formidable. Ce qui est triste, c'est que l'heure passe alors beaucoup plus vite, et nous arrivons déjà à la fin. Je voudrais vous demander à nouveau, Jeanne, Agogo et John, de prendre chacun 2 minutes pour peut-être réagir à cela, à ce que je vais vous demander, mais aussi pour conclure ce que vous aimeriez conclure ensemble. Et la dernière chose, c'est que je suis d'accord avec vous pour dire que c'est une façon de penser non naturelle, que c'est une façon de penser très euro-américaine.
que c'est une façon de penser très coloniale et que cela ne prend pas en compte les différentes manières dont le reste du monde est structuré. Mais ces gens ont encore les bombes pour nous pulvériser tous. Et si la seule chose que vous avez est un marteau, alors tout ressemble à un clou. Et en ce moment, j'ai peur que les Américains et les Européens continuent de voir des clous apparaître à gauche et à droite. Jeanne, Agogo, John, comment empêchons-nous nos amis euro-américains de déclencher ce qui, dans leur épistémologie, aurait du sens de leur point de vue, car c'est ainsi qu'ils se sont toujours comportés. Comment en pengraciez en déchons-nous en Troisième Guerre mondiale? This from spiraling into the Third World War. Jan first. Jean, vous avez 2 minutes. Avez-vous dit cela? Oui, vous avez 2 minutes. Veuillez résoudre le problème. Eh bien, je dirais 2 choses très rapidement. La première est que l'Occident peut soit exploser, soit imploser. Et je n'exclurais pas qu'il implose un peu comme l'Union soviétique l'a fait. Vous savez, le frère occidental et maintenant l'autre frère occidental. Et deuxièmement, je dirais que j'ai toujours été un fervent partisan de ne pas être seulement critique, mais d'être constructif. Cela, bien sûr, je le tiens de mon mentor, Johan Galtung. Ne pointez pas un problème sans dire aussi ce qui pourrait être fait à ce sujet. Et ma réponse serait également que ce dont les politiciens ont peur, ce sont des idées meilleures que les leurs. Et ce n'est pas si difficile à trouver, alors que la critique est quelque chose avec laquelle tous les politiciens vivent chaque jour. Et c'est bien sûr une défense alternative. C'est un transarmement vers une autre façon de penser ce que devrait être la défense, la sécurité et la paix. Maintenant, il y a des tonnes de théories à ce sujet. Défense à défense, combinaison de défense militaire et civile, défense non violente, résistance, toutes sortes de moyens, vous savez, d'augmenter ou de diminuer notre vulnérabilité aux sanctions et pressions extérieures. Nous avons besoin d'une discussion complète sur ce à quoi cela devrait ressembler. Et c'est à ce moment-là que je pense que les gens commenceront à agir quand ils pourront le voir. Je cite toujours la reine de la recherche sur la paix, Elise Boulding, qui disait que les gens ne se battront pas pour quelque chose qu'ils ne peuvent pas imaginer. Et par conséquent, c'est notre devoir en tant qu'intellectuels de proposer des idées imaginatives sur ce à quoi le monde pourrait ressembler et ensuite travailler pour cela, plutôt que de simplement regarder tous les problèmes et dire que nous allons en enfer. Vous n'êtes pas un chercheur de paix si vous acceptez cela. Vous n'êtes pas un médecin si vous n'avez pas une idée de la façon de traiter le patient et de le guérir. Agogo, ta suggestion? Tu es en sourdine. You're muted. Morektarik John sezudret le program. Et alors il testa pas besoin de refaire. Nous m'avons simplement une autre discussion à ce sujet. Ma suggestion est de continuer ce que vous faites actuellement, Pascal, venant en grande partie d'Europe, de ce que vous et Jeanne faites, et des personnes comme Brian. Mais j'aime vraiment l'idée de Jeanne, donc je vais la soutenir. Cela ne me dérange pas de soutenir une idée ou d'en proposer une nouvelle. De nombreux universitaires, même en Afrique, pensent qu'ils ne peuvent pas influencer les politiciens. Je pense qu'ils commettent une erreur significative. Si, en tant qu'universitaire, en tant qu'intellectuel, tout ce que vous faites est de répéter ce qu'on vous a dit, alors tout ce que vous allez voir sera la même chose. Mais je pense que nous, en tant qu'universitaires, devons nous rassembler plus souvent et être assez audacieux pour proposer de nouveaux imaginaires. Cela va attirer l'attention de certains politiciens. Même certains politiciens les plus intransigeants vont adopter certaines de ces idées et faire quelque chose à ce sujet. Donc, je pense que si vous portez votre attention, et je pense que c'est ce que vous faites, en fait,
Tous les deux, vous n'utilisez peut-être pas ces termes, mais vous décolonisez les modes de pensée occidentaux, les modes de pensée occidentaux reçus et enracinés. Je pense que c'est crucial. Et l'Européen ordinaire, je sais qu'il n'y a pas de personne ordinaire, doit comprendre que ça ne fonctionne plus, comme l'a dit John. Peut-être qu'ils doivent comprendre toutes les mesures de tentative de confinement de la Chine. Elles n'ont pas fonctionné. Elles ne fonctionneront pas. Ils doivent connaître le nombre de sanctions qui ont été imposées à la Russie. Elles n'ont pas fonctionné. Elles ne fonctionneront pas. Je pense que vous devez faire comprendre cela aux publics européens et aux intellectuels européens. Ensuite, le besoin impérieux d'une nouvelle réaction, le cas sera établi pour cela. Et alors, qui sait ce qui va émerger? De nouvelles idées émergeront, et je pense que nous pourrions éviter l'Armageddon. Merci. J'espère que oui. John, le dernier mot est pour toi. Thank you. I share your concern. Merci. Je partage votre inquiétude, je partage votre perspective et votre préoccupation. Et vous savez, c'est comme avoir un gars avec une ceinture explosive et essayer de le calmer. Donc vous savez, cela ressemble de plus en plus à des thérapies occidentales en ce moment, plutôt à ce que le reste d'entre nous doit faire. Comme le disait Agoo, regardez, vous devez calmer ce fou et le persuader que ça ne fonctionne pas. Vous vous faites du mal. Littéralement. Par exemple, je veux dire, ils vont découvrir que ces restrictions technologiques sur la Chine ne fonctionnent pas, complètement contre-productives. En fait, elles renforcent la Chine d'une manière qui les terrifie encore plus, n'est-ce pas? Les sanctions. Quand vous êtes la plus petite partie de l'économie mondiale, ce que vous faites avec les sanctions, c'est vous couper vous-même. Donc, je veux dire, je pense que j'ai une vision assez sombre de la situation. Tu sais, pour être réaliste, je pense que nous allons passer un très mauvais moment parce que oui, tu as ce type avec une ceinture explosive ou tu as un gars avec un marteau et c'est tout ce qu'il a et il est dans un coin. Je pense qu'il y a de l'espoir dans le fait qu'en réalité, le consensus libéral, l'idéologie d'où provient cette ontologie de la violence, s'effondre chez nous. En fait, je pense qu'il décline aussi, s'érode de manière précipitée en Occident. Et tu vois cela. Et je pense que c'est l'une des choses qui se manifestent dans des résultats tels que ceux du 6 novembre lors des élections aux États-Unis, la montée de ces populistes. Tu sais, peu importe ce que fait Trump, c'est ce que le public américain, c'est la façon dont ils ont voté, qui est vraiment intéressant. Et tu vas voir cela à travers l'Occident. Je n'ai pas besoin de le dire en Allemagne, au Royaume-Uni, en France, etc. L'élite libérale, qui fonctionne sur ces hypothèses pour lesquelles ce type de violence est naturel, je pense qu'elle perd vraiment du terrain. Donc il y a un peu d'espoir dans cet effondrement de cette idéologie. Maintenant, au milieu de cet effondrement, c'est le moment où le travail des intellectuels, où le travail d'imaginer quelque chose de nouveau, a en fait un impact plus grand. Et je pense que c'est l'espace dans lequel nous pourrions être capables de faire quelque chose. Et je suis d'accord en fait. Pascal Lotaz est en réalité une personne très très importante dans ce domaine, dans le travail que vous faites. Et en rassemblant les gens et en menant ces conversations, nous devons en faire beaucoup plus. Mais mon espoir est en fait, et je vois une sorte d'effondrement se produire. Et j'espère que ces élites seront en fait évincées avant qu'elles ne fassent plus de mal. Belle façon de le structurer. Merci pour vos gentils mots et les compliments également. Et ce que je retiens de cette discussion, c'est que ce que nous devons faire, et aussi tout le monde qui écoute, c'est de le faire s'effondrer plus rapidement. Engagez-vous dans des discussions à gauche et à droite, n'est-ce pas? Et aidez ce système à s'effondrer de manière à ce que le meilleur noyau brille, parce que nous avons de meilleurs noyaux. Oui. Très vrai. Mes amis, merci beaucoup pour votre temps aujourd'hui et nous parlerons la prochaine fois. Merci.
Merci beaucoup.